La Cour de justice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut voir un peu plus clair dans l'affaire du massacre en Gambie en 2005. Il y a de cela près de 20 ans que des migrants en direction de l'Europe avaient accosté en Gambie avec leurs bateaux. Ils étaient plus d'une cinquantaine, 44 Ghanéens, 9 Nigérians, 2 Togolais, ainsi que des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Ces migrants avaient été arrêtés et certains exécutés par les forces de sécurité gambiennes. Depuis, les familles sont dans l'attente des suites réservées au dossier. Ici, le Ghana est accusé de faire un blackout sur l'affaire, puisqu'après les faits, un survivant ghanéen a rapporté les détails à son pays qui a dû dépêcher une équipe d'enquête en Gambie. Les résultats de ces enquêtes sont toujours conservés secrets. Récemment, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui enjoint au Ghana de rendre publics les résultats de l'enquête du massacre de 2005. Selon certaines organisations de défense des droits de l'homme, cette requête de la CEDEAO est une victoire d'étape pour les familles endeuillées. Ces organisations, notamment Human Rights Watch, a été la première à appeler à la justice pour ses victimes. Pour Gambie, ces migrants avaient été pris pour mercenaires venus déstabiliser le régime Jammeh. De ces migrants, 3 demeurent aujourd'hui les seuls rescapés de ce triste événement. En début d'année 2024, le Nigeria s'était plaint du nombre de diplômes falsifiés présents dans son administration. Ces faux diplômes provenaient essentiellement du Bénin, du Togo, du Niger, du Kenya et de l'Ouganda. Selon le ministre de l'Éducation nigériane, les écoles supérieures du Bénin et du Togo avaient délivré plus de 22 000 diplômes aux Nigérians. Ces diplômes avaient par la suite été reconnus faux, puisqu'il a été démontré que les étudiants nigérians détenteurs de ces diplômes n'ont pas suivi normalement les cours ou n'ont même pas passé leur examen. Cette situation a poussé le Nigeria à suspendre tous les diplômes universitaires en provenance des deux pays. 8 mois après, le Nigeria a procédé à une levée partielle de cette suspension suite aux vérifications d'authenticité de certaines universités. Ainsi, le Nigeria reconnaît désormais les diplômes délivrés par l'Université de Lomé, l'Université de Kara, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UCAO. Côté Bénin, 5 universités sont aussi jugées dignes. Il s'agit de l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Parakou, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'Université africaine de développement coopératif et l'Université nationale d'agriculture. La suspension de l'évaluation des diplômes en provenance du Bénin et du Togo faisait suite à une enquête du média Daily Nigerian. L'enquête a révélé qu'un journaliste infiltré avait obtenu un diplôme sans suivre les cours et sans même passer d'examen en seulement quelques semaines. De nouvelles coupures d'électricité annoncées. La compagnie Énergie électrique du Togo a récemment annoncé par voie de communiqué des travaux de maintenance sur les équipements de la centrale de Kekeli Efficient Power, une infrastructure clé pour la production énergétique du pays. Ces opérations se dérouleront du 1er septembre au 14 septembre 2024 et sont destinées à renforcer la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique national. Cependant, elles pourraient entraîner des perturbations dans la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire togolais. Les responsables de la CET ont insisté sur la nécessité de ces interventions pour garantir la longévité et le bon fonctionnement des équipements de la centrale. Malgré leur importance, ces décisions suscitent déjà des inquiétudes parmi la population et les acteurs économiques préoccupés par l'impact d'une coupure de 15 jours sur une économie déjà fragilisée par les précédentes interruptions fréquentes d'électricité. Bien que ces travaux soient essentiels pour la modernisation des infrastructures, la fréquence des coupures d'électricité devient une source croissante de frustration pour les Togolais. Récemment, la CET avait pourtant annoncé, le samedi 10 août, la fin de son plan de rationnement grâce à une amélioration de l'approvisionnement en électricité en provenance des fournisseurs extérieurs. Cette succession d'annonces interroge la population.
Après les difficultés d'approvisionnement, la différence technique était la prochaine cause invoquée pour expliquer une nouvelle crise énergétique. La réussite des initiatives entreprises pour stabiliser la situation énergétique au Togo dépendra largement de la capacité du pays à moderniser ses infrastructures et à assurer une gestion efficace des ressources énergétiques. 10 000 doses du vaccin Jynneos sont arrivées à Abuja mardi, réceptionnées par plusieurs officiels dont le directeur de l'Agence nigériane de développement des soins de santé primaire, Dr Muyi Ena. Le pays a enregistré des cas de Mpox dans 10 États et ces vaccins, dont du gouvernement américain, seront en priorité mis à disposition des patients dans 5 États où le taux de morbidité est le plus élevé. La cérémonie de remise qui a lieu aujourd'hui représente bien plus qu'une simple distribution de vaccins. Elle incarne la force de la collaboration internationale pour surmonter les défis de santé, qu'ils soient globaux ou locaux. Nous savons qu'il n'y a pas assez de stock. En fait, nous recevons 10 000 doses parmi les 200 000 disponibles dans le monde entier. Le vaccin Jynneos est indiqué dans la prévention de la variole humaine et le Mpox chez les adultes âgés de 18 ans et plus. L'ambassadeur Richard Miles explique le choix du Nigeria. Le gouvernement nigérien a effectivement mis en place un plan stratégique de vaccination pour s'assurer que ces vaccins soient utilisés de manière efficace et ce don de 10 000 doses soit maximisé. Ce plan est précisément la raison pour laquelle le Nigeria a été sélectionné pour recevoir le premier lot de vaccins. Nous resterons engagés aux côtés du Nigeria dans ses efforts pour enrayer la propagation de la variole du singe. Outre le Nigeria, des vaccins promis par les États-Unis et l'Alliance vaccinale Gavi sont toujours attendus en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a signé des accords stratégiques avec la Gambie pour contrôler l'immigration illégale vers les îles Canaries. Après le pacte conclu avec la Mauritanie, l'Espagne a réussi à signer une série d'accords de partenariat avec la Gambie pour contrôler l'immigration illégale vers les îles Canaries. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez propose aux Gambiens des alternatives de migration légales et sûres. Je suis un fervent défenseur de l'immigration régulière. Elle ouvre des perspectives de prospérité, de développement économique et culturel. Elle est bénéfique à la fois pour le pays d'origine et pour le pays d'accueil. L'immigration régulière est d'autant plus importante qu'elle représente une opportunité de formation, d'acquisition d'expérience pour ces personnes, afin qu'elles puissent continuer à évoluer pleinement au sein de leur société, ici, dans leur pays d'origine. La visite de Sánchez en Gambie fait partie d'une tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest, au cours de laquelle il espère renforcer les relations bilatérales avec la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal, principaux points de départ des migrants qui tentent d'atteindre les îles Canaries, où selon le ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 22 000 personnes sont arrivées depuis janvier. En Afrique du Sud, 6 entreprises publiques sont dans le collimateur de la justice. Parmi elles, Eskom, la compagnie de la loterie South African Airways, la compagnie Prasa et la société portuaire et ferroviaire Transnet. Pour cette dernière, le préjudice porterait sur un montant de 4 milliards de dollars perdus dans l'attribution de contrats frauduleux et de détournement de fonds. Le président Cyril Ramaphosa a signé vendredi le décret autorisant l'unité nationale d'investigation à enquêter sur ces actes de mauvaise gouvernance. Quant à Eskom, déjà au cœur de scandales de corruption à répétition depuis des années, l'entreprise est épinglée pour sa mauvaise gestion financière et l'influence des politiques dans la signature de certains contrats. Les enquêteurs vont passer au peigne fin 270 contrats d'une valeur de 2,2 milliards de dollars. L'enquête de l'unité nationale d'investigation a déjà permis de saisir une propriété de l'ex-président de la compagnie de loterie. Il aurait détourné des fonds réservés aux athlètes handicapés. Dans une banlieue en pleine effervescence de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire suscite l'enthousiasme. Un restaurant où la technologie et la gastronomie fusionnent. Le RoboCafé, premier du genre en Afrique de l'Est, fait appel à des robots pour assister le personnel.
Gladys, serveuse, décrit l'influence de ses collègues androïdes Nadia et Claire sur la dynamique du restaurant. Nous sommes parfois très occupés, surtout le week-end. Et lorsque le restaurant est bondé, nous avons 10 serveurs et 3 robots. Ces robots sont nos collègues, ils ont des noms, ils nous aident à assurer le service et leur travail est parfait. Les clients commandent en ligne via un QR code et une fois la nourriture prête, un robot, après avoir reçu les instructions sur une tablette, la livre directement à leur table. Séduits par cette innovation, les visiteurs affluent pour découvrir cette nouvelle manière de se restaurer. Je peux dire que c'est quelque chose d'unique au Kenya. Je n'ai jamais vu de restaurant comme celui-ci. Honnêtement, je pense que c'est une excellente idée de la part du propriétaire de cet établissement. L'introduction des robots soulève cependant des interrogations sur leur impact potentiel sur l'emploi, notamment dans un pays où le chômage des jeunes reste un défi. John Kariuki, le manager du café, reste rassurant sur l'équilibre entre technologie et emploi humain. Les robots ne peuvent pas fonctionner pleinement dans tous les aspects du service sans l'intervention humaine. Nous pensons que les clients méritent d'accéder à la technologie disponible dans les pays développés. Il faut découvrir des expériences nouvelles. Nous avons donc intégré ces robots principalement pour le divertissement. C'est ce que veulent nos clients. Pour lui, les robots ne remplacent pas les humains, ils symbolisent un avenir où innovation et tradition coexistent harmonieusement. Les serveurs robots sont déjà en service dans des pays comme la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a accusé lundi le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, de complicité dans l'effusion de sang à Gaza. Josep Borrell apoya. Josep Borrell soutient l'Holocauste palestinien et le massacre de Gaza. Il est complice du massacre de Gaza. Maintenant, il pointe ses fusils et ses canons vers le Venezuela. Apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. L'UE estime que les registres de vote disponibles montrent la victoire du leader de l'opposition Edmundo González Urrutia au scrutin présidentiel que Maduro prétend avoir emporté. Et le président vénézuélien a réagi lors d'une réunion des pays de l'ALBA, un bloc de gauche dans les Amériques. Ce n'est pas seulement l'Union européenne qui a fait de fortes indications que le décompte final du vote des élections présidentielles ne correspond pas vraiment à ce que les autorités ont annoncé. C'est aussi le rapport de l'ONU qui le dit. Entre-temps, la principale coalition d'opposition a accusé Maduro d'avoir tenté de voler le scrutin. Les autorités ont demandé à plusieurs reprises à M. Maduro de publier les feuilles de décompte officielles de l'élection, considérées comme le seul décompte vérifiable des voix au Venezuela, car elles sont pratiquement impossibles à reproduire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rendu visite aux troupes basées le long de la frontière israélo-libanaise mercredi. Cette visite intervient alors qu'Israël et le Hezbollah libanais se sont retirés de la zone suite à un échange de tirs nourris au cours du week-end. Il y a quelques jours, nous avons déjoué une attaque surprise du Hezbollah contre l'État d'Israël. Nous avons détruit des milliers de roquettes à courte portée qui visaient la Galilée et le Golan. Je répète, des milliers de roquettes. Israël s'est engagé à ramener le calme à la frontière pour permettre à ses citoyens de rentrer chez eux, affirmant qu'ils préfèrent résoudre le problème par la voie diplomatique. Les responsables du Hezbollah ont déclaré que le groupe ne cherchait pas à déclencher une guerre plus large, mais qu'il était prêt à le faire.